Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Il y a cette idée reçue, très tenace, qui nous fait croire que bâtir une fortune, c'est juste un coup de chance. Genre, on est au bon endroit ou alors boum, on gagne au loto. Mais en fait, quand on regarde de plus près, construire sa richesse, c'est une vraie compétence qui s'apprend. Ce n'est pas un accident, c'est une méthodologie pure et dure. Cette exploration se base d'ailleurs sur un ouvrage vraiment captivant, le Guide de l'apprenti millionnaire de Christopher Sochtaroff. Tout le but de ce texte, c'est de déclencher un vrai déclic mental. L'idée est d'oublier les vieilles excuses qui bloquent tout le monde et de passer à l'action avec des cadres très concrets, étape par étape. En gros, c'est le manuel parfait pour quiconque veut enfin décoder les mécanismes de la prospérité. Et ça nous amène à une question plutôt audacieuse pour commencer. Est-ce qu'il faut vraiment trimer pendant 60 ans pour devenir millionnaire ? Ou est-ce que ça peut basculer en 60 secondes ? Bien sûr, les délais changent selon les parcours de chacun, mais la méthode, elle, reste exactement la même. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est accessible à n'importe qui et prêt à devenir un véritable apprenti du succès. Pour structurer un peu tout ça, on va suivre 5 grandes étapes. D'abord, le mythe de la richesse. Ensuite, les pièges de l'esprit, la roue du savoir, la maîtrise du temps et pour finir en beauté, l'art de l'efficacité. On enchaîne avec notre première étape au programme, le mythe de la richesse, ou comment distinguer le pur hasard de la vraie méthodologie. C'est super important de séparer le mythe de la réalité. D'un côté, on a ce qu'on appelle la richesse de chance. Ça, c'est l'héritage, le ticket de l'auto gagnant, ou même un talent inné incroyable comme un athlète de haut niveau. Mais attention, l'histoire nous a prouvé maintes fois que garder cet argent, c'est une autre paire de manches. De l'autre côté, on a la richesse de l'apprenti. Ça se construit systématiquement, par la discipline, par la mise en place d'habitudes en béton et par l'éducation. C'est vraiment cette deuxième voie qui permet de bâtir une réussite qui dure dans le temps. D'ailleurs, voici une statistique complètement folle tirée du livre. À l'échelle mondiale, une nouvelle personne devient millionnaire toutes les 60 secondes. C'est énorme! Un nouveau millionnaire chaque minute de chaque jour. Ça prouve sans le moindre doute que la richesse, ce n'est pas un club privé inaccessible. C'est une réalité tout à fait tangible pour ceux qui choisissent de s'y préparer sérieusement. Donc, le point crucial ici, c'est de comprendre ce qui nous bloque à l'intérieur. Ce qui nous amène à notre deuxième étape. Les pièges de l'esprit et les fameuses barrières psychologiques. Souvent, on ne va pas se mentir, le pire ennemi, ce n'est pas l'économie, c'est nous-mêmes. C'est cette peur de l'inconnu qui mène tout droit à l'autosabotage. Le texte détaille 3 signes majeurs de ce qu'il appelle le syndrome de la victime. 1. Le blâme. Toujours accuser le gouvernement, les collègues, la météo. 2. La justification. Sortir des phrases toutes faites du genre « Oh, mais l'argent ne fait pas le bonheur ». Et 3. La plainte permanente. Et ça, c'est un véritable aimant à négativité. À l'inverse total, les gagnants, eux, apprennent de leurs erreurs. Ils s'adaptent super vite et ils prennent l'entière responsabilité de leur vie. Toute cette dynamique mentale nous amène à une règle absolue dictée par l'auteur. Une victime vraiment riche, ça n'existe pas. Boum! C'est brutal, mais c'est tellement vrai. En fait, il faut choisir son camp. Soit on cherche l'attention et la pitié en jouant la victime, soit on choisit la responsabilité, celle qui ne fait pas de bruit, mais qui bâtit des empires. Les deux en même temps, c'est juste impossible. Phase numéro 3, la roue du savoir et l'auto-évaluation stricte. Alors, ce qui est vraiment intéressant avec ce concept, c'est que la vraie transformation commence exactement au moment où on lâche ce rôle de victime. L'auteur propose un outil fascinant, divisé en 8 secteurs de vie vitaux. On y trouve les finances, la santé, l'amour, la famille, etc. L'idée, c'est de donner une note de 0 à 10 à chaque domaine, en toute honnêteté, pour évaluer sa satisfaction actuelle. Ça donne une sorte de radiographie instantanée de sa propre vie. Une fois le bilan fait, la méthode est ultra spécifique. La pire erreur, vouloir tout changer d'un coup et finir complètement solo. Non, l'astuce, c'est d'identifier le secteur le plus faible, celui qui empêche littéralement de dormir la nuit. Si ce domaine est à 5 sur 10, la seule question à se poser, c'est quel est le tout petit pas, l'action minuscule à faire pour passer de 5 à 6 ? En ciblant une seule faille à la fois, on avance sûrement et sans se décourager. 4e section, la maîtrise du temps, ou comment dompter l'horloge. Pour pouvoir améliorer ses notes, il faut une ressource clé, le temps. Faisons le calcul. Sur une journée de 24 heures, on enlève 8 heures de sommeil et 8 heures de travail obligatoire. Il reste un tout petit bout de journée. Et là, l'analyse lâche une bombe. La moyenne des gens passe presque 4 heures par jour devant les écrans ou la télévision. C'est fou, non ? De quoi faire réfléchir à 2 fois avant de lancer le prochain épisode d'une série, le temps qui reste vraiment pour créer de la richesse est minuscule. Du coup, optimiser ce temps-là devient absolument vital. Pour imager ça de façon magistrale, on retrouve la fameuse anecdote du professeur de Harvard. Il prend un gros bocal et le remplit d'abord avec de grosses pierres. Ça, c'est le travail prioritaire, les choses qui rapportent vraiment.
Ensuite, il comble les trous avec du gravier et de l'eau, ce qui représente les tâches de routine et les distractions. La métaphore est géniale. Si on remplit le bocal avec le gravier du quotidien en premier, les grosses pierres, nos objectifs majeurs, ne trouveront jamais la place de rentrer. Passons à la suite pour voir comment tout ça s'articule dans notre 5e et dernière étape, l'art de l'efficacité pour vaincre l'inertie. L'idée, c'est de mettre en place des systèmes puissants pour exploser la procrastination. Pour être sûr de placer ces fameuses grosses pierres en premier, ils font un tri impitoyable des tâches en 4 niveaux. Priorité 1, urgent et important. Là, on agit tout de suite. Priorité 2, important mais pas urgent. C'est là que réside le vrai cœur de la stratégie et de la planification. Et ensuite, les priorités 3 et 4, ce sont les fausses urgences ou les tâches répétitives. Celles-là, on doit les réduire au maximum, les déléguer ou juste les rayer définitivement de la liste. Et ce tri radical nous amène direct au principe de Pareto, la règle du 80-20. C'est la base de l'efficacité financière. Concrètement, 80% des résultats proviennent de seulement 20% de nos efforts. Si on arrive à concentrer presque toute son énergie uniquement sur ce petit 20% ultra rentable, ça change littéralement la donne. À ça, il faut absolument ajouter la loi de Parkinson. Ce concept nous dit que n'importe quelle tâche va s'étirer comme un élastique pour remplir tout le temps qu'on lui donne. Si on ne s'impose pas de deadline serré, un boulot qui devrait prendre 2 heures va mystérieusement nous bouffer la semaine entière. S'auto-imposer des limites de temps, c'est vraiment la seule façon de s'en sortir. Tout ce système d'efficacité est parfaitement résumé par cette célèbre citation d'Abraham Lincoln. Il disait « Si j'avais 8 heures pour couper un arbre, j'en passerais 7 à affûter ma scie ». Prendre le temps de s'organiser, ça ressemble parfois à une perte de temps pour les novices. Mais l'ouvrage souligne pour consacrer juste 1% de sa journée à planifier et à s'améliorer, offre un retour sur investissement colossal. Le travail qui suit devient tellement plus rapide et fluide. Ce qui nous laisse sur une toute dernière question pour clôturer cette analyse. Et elle a de quoi se secouer un peu. Quand on sait que chaque minute, une nouvelle personne dans le monde franchit le cap de la richesse, à quoi vont servir précisément les 60 prochaines secondes? Seront-elles dissipées à se plaindre avec une mentalité de victime ou investies là tout de suite pour affûter la scie et construire un plan d'action pour l'avenir? La méthode est claire, les outils sont sur la table. Il ne reste plus qu'à faire ce premier pas.